À la toute fin des années 30, à Larnage, dans le nord de la Drôme, fut nommé Raymond Coustory comme instituteur de la commune. Il aima son pays et décida, avec un ami, de tourner un film qui en raconte la petite vie. Le film est muet, mais par chance, son fils, l'historien Alain Coustory, était au moment du tournage en 1957 un grand adolescent et il se souvient parfaitement des circonstances du tournage et de la vie de ce village où il a bien sûr grandi. Grâce à lui, aujourd'hui, il est possible de redonner du sens à ces images muettes. Mon père était quelqu'un d'assez curieux de nature, qui aimait bien son village et disons qu'il était intéressé par le cinéma, mais sans plus que cela. Il a profité de l'aide d'un collègue, René Simard, qui était à la Fédération des œuvres laïques de Valence et qui manipulait, qui était le cinéaste, si l'on peut dire, de l'époque. Attention, nous sommes en 1957. C'est-à-dire que la télévision n'existe pratiquement pas dans les foyers. Et René Simard est venu donc avec, et je me souviens bien de cela, une caméra Bayard Polex 16 mm, ce qui à l'époque était quelque chose de magnifique. C'était un gros engin comme ça. Je me souviens très bien de cette magnifique caméra. Et à partir de là, mon père a eu l'idée de faire un film sur Larnage. Ils ne disposaient d'aucun moyen financier. Ils n'ont pu faire une séquence couleur qu'à la fin pour le vignoble. Faut dire quelques mots de Larnage quand même. C'est une localité à ce moment-là de quelle importance? 550 habitants, 600 habitants, voilà, 600 habitants, proche de Tain-l'Hermitage. Quand mon père a été nommé comme institut à Larnage, à un moment, il a dû faire passer le certificat d'études, je crois c'est à Saint-Vallier, et il me racontait quelque chose qui l'avait toujours choqué, c'est que l'inspecteur d'académie lui avait dit « Écoutez, M. Coustory, vous ne pouvez pas lire la dictée parce que votre accent du Sud est trop fort. » Bon, bien entendu, vous imaginez. Donc mon père avait un peu l'accent du Midi, mais sans plus, hein, sans plus. La Drôme, c'est ça aussi. Il était originaire de la Drôme de l'huile d'olive. Ma mère était originaire de la Drôme du beurre. Mon père, pour essayer d'enjoliver sa future belle-mère, a eu la bonne idée d'apporter 1 litre d'huile d'olive à ma belle-mère, à sa future belle-mère. Et bien entendu, ça n'a pas bien marché dans la cuisine au beurre. Bon, passons là-dessus. Donc il a été nommé en 1938. Et en 1938, ma mère est morte en 1941. Il a été institut à Larnage jusqu'en 1962. Et aussi, autre fonction, là aussi, qui a bien disparu et qui est fondamentale aussi pour comprendre un peu la vie dans ces petits villages, il était secrétaire de mairie. Instituteur, secrétaire de mairie dans un petit village comme ceci, c'est un personnage doublement important. Hein. Dans un patelin comme ceci, il y avait le curé, l'instit, le maire. Il a été secrétaire de mairie de 1938 à 1972, dans le même patelin. C'est lui qui dirigeait, quoi, il faut bien, en grande partie. C'est classique, ça, très classique. Alors là, on se rend à la mairie, le conseil municipal. Et c'est là qu'on va voir des personnages importants de la commune, si l'on peut dire. Voilà, monsieur le maire, Gabriel Traversier. Alors, Gabriel Traversier, vous vous rappelez, mon père, allez, c'est pas la peine de tourner autour du pot, mon père était de gauche et il était de droite. Et il a battu le candidat de gauche. Et bien entendu, mon père devait travailler avec lui. Mais ça s'est très vite, voilà, l'ancien maire, il est là, hein, c'est belle. Donc voilà, Gabriel Traversier, directeur de l'usine de briques. Mon père est ici, secrétaire de mairie à côté. Et les conseillers municipaux sont assis. Oui, c'est la disposition classique. Il n'y avait pas une table autour de laquelle ils se réunissaient. Alors les décisions, bon, c'était prises unanimement. Il y avait des accrochages, bah, comme dans toutes les... Mais sinon, ça se passait bien. Hein. Alors, ce qui était, en 1957, quand même, diriger une commune, c'était beaucoup moins difficile que maintenant. Hein.
Mon père me racontait toujours, quand il a commencé à être secrétaire de mairie en 1938, il y avait de la paperasse, mais relativement peu. Quand il a terminé en 72, on passe à l'école. Il y avait séparation garçon-fille. Mon père avait voulu, ça devait être en 53-54, avait voulu géminer. C'est-à-dire mélanger garçon et fille, c'est ça la gémination. Mettre garçon et fille pour, disons, au lieu de faire 2 fois le même cours chez les garçons et chez les filles, on faisait un cours et c'était plus logique. Il a été obligé de faire marche arrière. Parce qu'il y a eu opposition de la part de certains parents, mères d'élèves. Donc il a fait marche arrière. On était à une époque où c'était pas Don Camillo et Pépone, mais c'était quand même assez tendu, pas tellement entre la paroisse, le prêtre, on n'a jamais eu, mais entre certains paroissiens, et ça se branchait aussi sur la politique, bien entendu. Bon, donc il avait fait marche arrière, et ça il avait eu très mal. Hein. Donc voilà, arrivée de monsieur le curé, c'était l'abbé Roure. D'abord la tenue, ils avaient toujours la tenue normale. Et il arrive à la cure, il est devant la cure. Hein. Les prêtres qui desservaient la paroisse de Larnage avaient des rapports que j'ai connus. Hein. J'ai fait ma première communion avec un prêtre de Larnage, c'est l'abbé Istier qui était de Saint-Bardou, qui avait des rapports très normaux avec mon père. Je sais que par exemple, quand il y avait la fête votive du village, il allait dans son village à lui, bon, rapport, mais sans plus. Est arrivé cet abbé, l'abbé Roure, qui a complètement changé l'aspect, disons, de l'affaire à Larnage. D'abord, il est en 2 chevaux, c'est quand même la voiture symbolique, la voiture symbolique de l'époque. 2 chevaux, c'est pas une voiture, c'est une philosophie, si on peut dire. Et très rapidement, avec mon père, ils ont noué des relations de courtoisie et d'amitié très, très nettes. Des 2 côtés, mon père était parfois raide, hein, c'était un style 3e République, bon teint. Hein. Très vite, il y a eu des rapports de confiance, d'amitié, et ça s'est traduit par le fait, par exemple, que l'abbé Roure venait aux séances de cinéma de mon père, pas toutes les fois, hein, comme bon. Et en général, quand il venait, quand la séance était finie, comme les séances se faisaient surtout en hiver, ça se terminait à la cuisine autour des bugnes et d'un verre de vin blanc de Larnage, bien entendu. Donc, ouais. Et puis ensuite, ben, mon père allait à la fête paroissiale de l'abbé Roure. Et il était allé en Grèce en voyage, quoi, et il s'était mis en short. Bon. Il rentre à Larnage et il montre des photos où il était en short. Alors bien entendu, tu vois un peu l'affaire pour les braves bigotes, entre guillemets, ça n'a pas plu. On est à la fin des années 50. Est-ce que la question laïque, si je puis dire, je suis laïque, je ne suis pas laïque, est-ce que c'est encore important? C'est important, oui. Ah, oui, c'est très important encore. D'abord, une chose qui a beaucoup changé, l'instituteur était respecté. En général, les instituts avaient été respectés de façon très nette. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des instituts qui n'étaient pas chahutés. Hein? Mon père me citait des anciens instituts de Larnage qui se faisaient chahuter. Bon. Et surtout, l'institut représentait la laïcité. D'où il ne fallait pas faire n'importe quoi aussi. Hein. Il ne fallait pas... oui. Et les histoires des crédits barrangés avaient déclenché là, des... Pour rappeler ce que c'est Ben, c'est de l'aide apportée aux écoles privées. Les moyens de diffusion, de connaissances étaient totalement différents. Qu'est-ce qu'il y avait comme connaissance? Il y avait le journal. Alors, les journaux, ou des hebdomadaires religieux aussi, hein, ça allait très loin,
cette position de l'Église et de l'école. Quand je faisais mon bouquin, là, c'est au Pille, où j'ai photographié à la porte de l'église encore, il y a une affiche où l'établissement religieux conseille les films qu'il faut voir. Hein. Donc c'était des deux côtés, c'était quand même assez dur. C'est le cahier, disons, le bilan des séances de cinéma, dans le cadre de ce qu'on appelait l'UFOLEIS, alors Union française, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, et saison 1957-58, et là-dessus, eh bien, on a le bilan de chaque séance, avec le programme. Alors par exemple, dans les séances du 16 et 17 novembre 57, c'est la première séance du film. Et donc, ça avait lieu le samedi soir, mais le premier samedi soir, il a été obligé de refuser du monde. Il y avait trop de monde. Donc, il y a eu une seconde séance le dimanche après-midi. Et là encore, il y avait trop du monde, donc ils ont fait une troisième séance. Ce qui fait que financièrement, les trois séances ont payé le film. Et puis ensuite, voilà, séance du 23 novembre 57. Alors toujours Larnage, là c'était des petits films, Le sel de la terre, La Camargue, Baleinier du pôle Sud, c'était ce qu'on appelait les documentaires, ce qui pouvait correspondre dans les séances de cinéma de l'époque aux actualités. Vous savez, il y avait un documentaire, et ainsi de suite. Alors, par exemple, dans les recettes, il y a le reliquat, il y a les entrées, il y a le chocolat, on vendait du chocolat aussi. Il y avait la buvette. Et tout ceci, tout cet argent était destiné à payer. Ils envoyaient un petit chèque aux soldats en Algérie. On était à la guerre d'Algérie. C'est payé surtout les voyages les fins d'année, les voyages scolaires. Un des premiers voyages faits après la guerre, c'est le voyage à Marseille. Ça, c'est le voyage classique, la découverte de la mer. Et j'ai bien le souvenir, donc ça devait être en 48-49, on était parti à 5 h du matin, et en passant, on avait visité le chantier de Donzère-Mondragon. C'est l'époque où se faisait l'ensemble de Donzère-Mondragon. Et j'ai bien le souvenir de la grande pelle Marion qui avait des gros godets qui creusaient. On s'était arrêté là, on était arrivé à Marseille vers les midi passés, hein, parce que vitesse maximum du car, 70, déjà ça commençait à chauffer. Et on passait à travers la Nationale 7, donc tous les patelins, il n'y avait pas de déviation encore. Et il y avait une côte qui était redoutée par les chauffeurs, c'est la côte de Bel-Air entre Montélimar et Donzère, je ne sais pas si tu la connais. Et là, c'est pour ça qu'on a fait ensuite les déviations, la déviation de Donzère par Malater-Verne. Hein. Mais ensuite, on a fait les déviations. Mais là, on traversait tous les patelins. Donc, on est arrivé à midi. Je me souviens qu'on avait mangé une bouillabaisse, absolument, et qu'on avait visité un paquebot, le Pasteur. Et il faisait le trafic sur l'Indochine. Et je me souviens également avoir vu, par la suite, ça va m'intéresser, c'était vers Istres ou Marignane, je ne sais pas bien, dans ce coin-là, ou l'étang de Berre, souvenir d'un parking, 48, hein, plein de carcasses d'avions détruits. Et il y avait encore, et on avait visité un hydravion, mais alors que ça. Et je pense que c'est, je pense retrouver le type d'hydravion qui était en rentrée, c'est rien à voir avec les fuselages actuels, c'était carré, on était debout, en fait, ça n'avait rien à voir, mais on avait visité cela. Voilà le premier voyage. Et alors, puisque je continue sur les voyages. Vas-y. Ensuite, mon père, avec d'autres instituts, alors là, c'était. Donc, il a fait, je passe sur des voyages à Genève, à Turin, dans les années 50, mais le voyage, quand même, le voyage où il fallait avoir le moral, c'était les instituts de la Drôme qui avaient monté un voyage à Paris en louant un train, et ils sont partis, on était à peu près 800, un train, 800 petits Drômois, accompagnés par
les instituteurs et mes braves agriculteurs de Larnage. Et j'ai le souvenir encore, attention, il n'y avait pas la traction électrique. Hein. Traction électrique, c'est 55 à peu près. C'était à vapeur. Et donc on était parti à 8-9 heures du soir, on était arrivé vers 7-8 heures du matin. Et tu imagines 800 petits drômois qui débarquent à Paris et qui prennent le métro. Alors on s'était séparés. Mais il faut imaginer un peu, en 48-49, de braves paysans, accompagnateurs, un peu paumés. Et on était allé à Versailles. Et là, on s'était planté pour rentrer. Pour aller à Versailles, il y a 2 voies, rive gauche, rive droite. Enfin bon, on s'était perdu. Et puis bon, on s'était retrouvés. On avait visité Vincennes aussi, le zoo de Vincennes. Et l'organisation, en 48, louer un train, 800 gamins. Attention, c'est au maximum 13-14 ans, il fallait y croire. Mais ça m'a donné, par la suite, j'ai repris un peu ça aussi. J'ai toujours sorti mes élèves. Bon, j'ai le souvenir de ces voyages. Le cantonnier, et puis derrière, aussi intéressant, le cirque Bouglione. Hein. C'est le cirque était encore très, très important à l'époque. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec les cirques actuels. Hein. Il y avait Bouglione et Amar, voilà les 2 grands cirques. Hein. Alors scène classique, le gars qui est un peu surpris, hein, avec sa vache qui traverse le village. Mademoiselle n'était pas mariée. Celle qui tenait la cabine téléphonique. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pratiquement pas de téléphone. Et pour téléphoner, il fallait aller à la cabine téléphonique du village. Je pense que sur Larnage, à cette époque, peut-être l'usine avait le téléphone et encore... allez, il devait se compter sur les doigts de la main. Hein. Et à tel point que j'avais 17 ans à l'époque. Hein. J'avais peur d'aller téléphoner. Je n'osais pas aller téléphoner. Je ne savais pas, j'avais peur. Alors quand on raconte ça, je vois, j'ai ma petite fille qui a 11 ans, mon petit-fils qui a 8 ans. Bon. Là aussi, on a vécu, ma génération a vécu le passage de l'absence de téléphone à ça, quoi, là, à ce truc-là. Hein. Ouais. Le mariage, un mariage aussi. Puis, alors, scène classique, les dames qui tricotent, avec les petits-enfants, les champions. Le menuisier, il y avait un menuisier, il y avait un maréchal ferrant, on va le voir, je pense. Donc, il y avait, disons, des artisans classiques, voilà, maréchal ferrant avec comment ça s'appelle ça? Il encastrait le cheval dans une armure en fer, enfin, et il pouvait travailler assez facilement. Alors l'arrivée de la liaison avec la ville, le quart de l'entreprise Mercier, qui venait chaque jour, notamment chercher le courrier, apporter le courrier. Hein. C'était pas simplement les voyageurs. Là, je me rappelle très bien de la séquence, ils avaient fait rentrer beaucoup de monde pour en faire sortir. Voilà, les chèvres qui sortent d'une cour intérieure au village. Alors, la chèvre, c'est la vache du pauvre, hein, comme on dit. Et la chèvre, eh bien, pratiquement toutes les fermes avaient 2 ou 3 chèvres. Et même dans le village, il y avait des chèvres. Et on verra une scène où on voit les 4 ou 5 vieilles dames au bord du chemin en train de tricoter en gardant leurs chèvres. Il faut imaginer ce paysage qui est complètement disparu. Et j'y pense chaque fois que je vois broyer l'herbe au bord des routes.
Non, non. Avant, les chemins étaient nettoyés, les bords de chemin étaient nettoyés par les chèvres. Et un troupeau de chèvres au bord d'une route ou dans une forêt, ça nettoie, je peux vous dire, hein, ça marche tout. Alors ça aussi, ça a complètement disparu. Alors les chèvres, il y en a maintenant ici, on en a beaucoup, mais en étable. Donc ça n'a plus rien à voir avec la chèvre de la veuve du village. C'est tout un paysage. La veuve de guerre, ou même la veuve tout simplement, habillés tout en noir, ça on verra, c'est dommage qu'il n'y ait pas de couleur, mais ils sont toujours habillés en noir, hein, alors que maintenant, à 70, la plupart des femmes sont habillées en couleur, ça, là c'est tout noir. Hein. Si on est veuve en plus, alors là il n'y a pas de problème. La veuve avec sa chèvre ou ses deux chèvres, qui a un peu de pain dans la poche et qui donne ça à sa chèvre, c'est toute une époque. C'était pour faire du fromage des tomes. C'était les tomes, alors chaque femme avait un peu sa recette de tome, un peu, il y avait tout un savoir-faire, enfin bon, ça aussi, c'est... Le fromage, c'était... alors, autour de l'Arnage, il y avait peu de vaches dans la Drôme, parce que là aussi, c'était une opposition entre la Drôme du Nord et la Drôme du Sud. La Drôme du Nord a un gros troupeau laitier, bovin, avec caprin, mais surtout bovin, alors que la Drôme du Sud, on n'a pratiquement pas. Années 50, c'est ça. Hein. Et alors, même pendant la guerre, parce qu'on n'est pas loin de la guerre encore, hein, 57, les souvenirs de la guerre, ils sont encore très visibles. Hein. La nourriture, ça va à peu près, mais les souvenirs de guerre, pendant la guerre, le prix du lait qui était réglementé était 2 à 3 fois moins cher dans le nord de la Drôme que dans le sud de la Drôme. On passe aux terres réfractaires. Alors, la carrière de terre blanche, là aussi pour le cinéma, pour les besoins de la cause, on a mis pas mal de monde. Normalement, il n'y a pas les enfants. Alors, il y a eu le long du massif de thym à Crozes, sur la face est, il y a des gisements de terre blanche, voire du kaolin. D'où l'explication de Saint-Vallier, Saint-Use. Et là, on a une petite carrière de terre blanche. Il y a eu, autant que j'ai pu le comprendre, il y a eu fabrication de porcelaine. Il restait, je me souviens avoir vu au fond du ruisseau des installations pour la fabrication, le traitement de cette terre pour faire de la porcelaine, même porcelaine ou faïence de niveau, disons pas très haut niveau. Et ça continue, c'est toujours exploité. C'est les terres, à Tain-l'Hermitage, vous avez la fabrique de fours Fayolle, hein, qui utilise toujours cette terre blanche. Alors c'était relativement peu mécanisé, hein. Marteau-piqueur, c'est déjà pas mal. Mais de la carrière jusqu'à un petit établissement, on portait avec ses wagonnets. Voilà, là on voit bien, c'était pas de la roche, hein, c'est... Alors ça, quand c'est travaillé, ensuite, ça servait à faire des revêtements de chemin. Beaucoup de revêtements de chemin aussi. Là, voilà, ça c'était un engin très moderne pour l'époque. Il permet de pousser et puis surtout de charger. On va voir, je crois qu'on voit la manœuvre. On va le voir charger la terre pour la porter à l'usine de l'Arnage, qui maintenant n'existe plus. Si on va à l'Arnage, c'est là où il y a la salle des fêtes. Ça a tout été fermé dans les années 60. Voilà. Ça, c'est un engin moderne pour 57. Hein. Voilà. Mais encore une main-d'œuvre à l'appel, très peu mécanisée. Hein. Maintenant, je pense qu'ils doivent l'exploiter différemment, si c'est toujours exploité. Alors là, on arrive à l'usine. Alors voilà, sorti le boudin, si l'on peut dire, et une brique qui est coupée. Voilà, ça avance, on coupe et vous avez cette brique. Alors, une forme de brique, parce qu'après, on va voir toutes les briques. Alors ça, c'est un montage. Hein. On va voir toutes les briques. Voilà, c'était la brique comme ça, la brique réfractaire. Une autre forme, il y avait plusieurs formes. Hein. Voilà.
Parce que quand ils faisaient une forme, ils n'en faisaient pas qu'une, hein, ils en faisaient des milliers. Hein. Alors là aussi, il y a une débauche de, de main-d'œuvre, c'est pas très rentable. Hein. 5 pour porter, ça fait. Et là, voilà, on a les briques qui sont séchées. Ils ont planté des abricotiers sur un terroir bien particulier, sur un terroir de l'Eus. C'est une terre qui a été amenée, semble-t-il, par les vents. Enfin, l'Eus, c'est pas de la roche, c'est une terre très jaune plutôt, très caractéristique de ce coin, dans cette région. Il y a des emplacements, il y a des portions de l'Eus un peu partout, et ça a été le début de la richesse de l'Arnage. Hein, il y a eu 2 richesses de l'Arnage, les abricotiers, les abricots, et ensuite le vin. Alors à partir des années 50, ils ont beaucoup planté, et ça a été jusque, disons, aux années récentes, jusqu'aux crises actuelles, ça a été la grande richesse de Patelin, à tel point qu'on jalousait dans la plaine, on jalousait les Larnageois. Et qu'est-ce qu'on a fait dans la plaine ou autour de l'Arnage? On a planté. Ce qui fait que le verger d'abricotiers s'est étendu, et puis il y en a eu ailleurs, conséquence, surproduction. Hein. Mais surtout qu'à l'époque, dans ces années 50, il n'y avait pas d'irrigation. On avait en moyenne, si je dis des bêtises et quelqu'un m'entend par la suite, eh bien il me le corrigera, sur 5 ans, s'il y avait 2 ans de bonne récolte, c'était à peu près tout. Parce que quand on avait une bonne récolte, il n'y avait pas d'irrigation. Donc les arbres, ils donnaient, ils tiraient. On ramassait, et maintenant, quand on a bien récolté, on arrose pour préparer l'année suivante. Comme on ne pouvait pas arroser, ben, l'année suivante, les arbres avaient souffert, et la fructification était moindre. Si à cela, on ajoutait le monilia, ce qui détruit les arbres, on ajoutait entre le monilia, la sécheresse, le gel, ça faisait, voilà, 3 années sur 5, à peine de bonnes. Mais c'était bon, c'était bon. Je me souviens toujours, mon père, dans les années 60, alors, quand il y a eu les premières manifestations de surproduction de fruits dans la vallée du Rhône, j'ai des photos des années 60 avec l'état de pêche atteint sur... Bon. Mon père disait aux Larnageois, écoute, tu ne vas pas te mettre en grève, toi, avec tes abricots, tu t'en sors, quoi. Bon, ça a été la richesse. Et puis, bon, ça décline. Et maintenant, le verger d'abricotiers, on voit, ils arrachent les abricotiers pour planter autre chose, voire des noyers dans le coin, ce qui est une aberration. Enfin bon, voilà. Donc c'était la grande récolte, et bien entendu, il y avait le marché. Alors, il y a une séquence, on voit le ramassage, voilà le verger d'abricotiers, et là on s'aperçoit qu'ils sont montés assez haut. Il faut en limite des échelles. On les a maintenant ramassés, on les a menés beaucoup plus bas après. C'est comme les cerisiers. Il y avait les cerisiers aussi. Le cerisier, c'était la première ressource, si on peut dire, de l'année, au mois de mai. C'était les premiers argents qui arrivaient. Mais on avait des cerisiers qui montaient 5-6 mètres de haut, avec des échelles qu'on trouve, des échelles pointues, et les nombres d'accidents qu'il y a eu, de chutes. Et alors les gens qu'on est en train de voir là, oui, j'imagine c'est des gens du pays. Ah oui, oui, surtout on ne fait pas venir des... Ça c'est René Tracol, c'est un de mes presque... Il est juste un peu plus, je pense qu'il est toujours vivant, ça je ne me souviens plus. Oui, oui, il n'y avait pas de main d'œuvre, non, pratiquement. C'était familial. Alors, la famille, oui, mais il n'y avait pas de main d'œuvre. C'était pas le paysage qu'on voyait il y a quelques années avec les tentes dans les vergers, des gens qui viennent ramasser les abricots. Non, non.
Alors là, vous allez voir, on les met dans des cajots. On les met dans des cajots aussi qui ont disparu, qui étaient très caractéristiques de l'époque. Ça, c'est mon frère, ça, c'est ma sœur. Ça, c'était la grande richesse de... Alors, soit on allait au marché de Larnage, il y avait un marché. Voilà, je suis là, moi. On vendait au marché de Larnage, ou après, au début c'est Larnage, puis ensuite il descendait au marché de Tain, qui est plus important. Si on ne vendait pas à Larnage, il y en a qui gardaient pour le lendemain. Ça, c'était un peu le jeu. Hein, ils n'acceptaient pas le prix à Larnage, il sera plus cher à Tain. Oui, non. L'attelage, les bœufs. Hein. Ça, c'est la charrue. Hein. Ça existe toujours. Hein. Alors, voilà le progrès. Voilà la charrue balance. Tu vois, le socle d'un côté, mais quand on arrive de l'autre côté, on bascule. Mais elle est tractée, ils sont encore deux. Il faut qu'il y ait un au tracteur et un qui, au bout de la rangée, soulève. Elle n'est pas encore portée. Hein. Et puis la puissance du tracteur, je crois que ça doit faire 20 chevaux. Maintenant, quand tu vois les tracteurs, ça fait... dans les vignobles ou dans les exploitations fruitières, ils sont plus petits. Mais en plaine, maintenant, c'est 100 chevaux sans problème. Hein. Alors là, c'est celui qui trie le blé. Une fois qu'on a récolté le blé, on le trie. Et il y a des grains qui passent à côté, enfin il y a une machine, voilà, là c'est le blé qui est trié. Alors ça c'est une scène montée, le semail à la main. Ça c'est le père du Maine, et il a vraiment le geste, hein, parce qu'il l'a fait. Je pense qu'il ne le faisait plus à l'époque, mais c'est vraiment le geste du semeur. Alors là aussi, bon, c'était assez limité quand même, mais il y en avait peut-être quelques parcelles qui étaient, voilà comment on aiguise une faux, hein, quelques parcelles qui étaient coupées à la faux. Et derrière, le gamin qui fait des gerbes. Oui, le rendement de blé, maintenant un rendement de blé en France, c'est 70 quintaux à peu près, à l'hectare. Moi, je me souviens, années 50, Margerie, là, chez mon père, c'était 20 quintaux à l'hectare. Et chaque année, le rendement en France augmentait d'un quintal à peu près. Ce qui fait que maintenant, on est à peu près à 60. On tourne autour de 70, on peut les dépasser. Là aussi, il y a eu des progrès. Alors, ça se discute, parce que comment on les a obtenus, bon, c'est... Alors là aussi, regarde, c'est une ancienne voiture transformée en tracteur, qui tire la moissonneuse lieuse, c'est-à-dire qui fait des gerbes. Ça coupe, ça fait des gerbes, et ces gerbes, on va les mettre en tas sur le champ, et ensuite on va les transporter sur l'aire de battage. Voilà, ça c'est dans le champ, ça. Hein? Moi je l'ai fait, ça. Hein? Ensuite, sur l'aire de battage, on fait le gerbier. Il n'y avait pas de moissonneuse batteuse, hein? Ça n'existait pas. Là, ici, à Larnage, il y en avait dans les grandes plaines, mais pas là. Hein? Voilà les cuchons, hein? Les cuchons dans les champs de blé. Et ensuite, voilà, le voyage, là c'est sur la route de Chantemer, l'école est juste là. Voilà, et là, on va la mener, tu vois, toujours des petits tracteurs, hein. Voilà, il est en train de faire le gerbier. Là, il n'était pas triste, c'est le père Chausson, là. Hein, tu vois, il monte son gerbier, alors ça peut monter assez haut, hein, ça monte à 4-5 mètres. Ensuite, la batteuse vient contre, on jette les gerbes dans la batteuse et on obtient le blé. Alors c'est tout un art. Alors voilà maintenant le train de la batteuse. Le tracteur, là tu as voilà, la presse, ce qu'on a presse, c'est-à-dire qui fait les ballots de paille, et la batteuse, là voilà. C'est là où on jette les gerbes, ça broie, le blé sort d'un côté, la paille sort de l'autre, elle monte là-dessus, la paille,
et elle va faire des ballots dans cette machine. Et on retombe sur le boulanger. Alors, il fallait d'abord moissonner. Bon, quand on faisait le gerbier, on avait peur, au mois de juillet, un coup de flotte comme ça sur le gerbier. Donc il fallait couvrir le gerbier. Ensuite, le jour de la batteuse, le travail à la batteuse. Moi j'étais dans le sud, dans des cours fermés avec du mistral. Et dans le blé, il y a ce qu'on appelle des chardons, les chaussines, qui volaient. C'était infernal, infernal. Ensuite, le repas de battage, oui. Mais oh, à l'époque, on n'avait pas de frigo. Donc il faut imaginer, faire un repas de battage, c'était une vraie expédition. Et à la maison, mon père avait depuis longtemps cultivé quelques arbres fruitiers, et ils aimaient bien venir à la maison parce qu'à la fin du repas, il y avait des fruits. Et pour se laver, il n'y avait pas de douche. Et à la ferme, il y avait un bassin qui recevait le surplus de la fontaine du village. Et les gens, le soir, l'équipe de battage venait se laver, il n'y avait pas de douche. Pour boire, pas d'eau fraîche, enfin l'eau fraîche du puits. Donc il faut, quand je vois qu'on montre ça comme presque une partie de plaisir, c'est lamentable. Bon, ça me fait honte pour les gens qui ont vécu les battages. C'était pas de la rigolade, hein. Loin de là, hein. C'était pas de la rigolade. Alors c'est sûr, ça marquait quand même la fin d'un cycle. On avait le blé, donc on avait le pain. Hein. Ou on n'avait pas le blé, on n'avait pas le pain. Mais voir cette mise en scène des battages, tu vois maintenant la scène des battages, puis à côté de la batteuse, il y a la glacière. Bon, alors là aussi, Drôme du Midi buvait pratiquement pas de vin. L'équipe ne buvait pratiquement pas de vin. De l'eau, du sirop, mais pas de vin. Drôme du Nord, c'est un constat, c'est pas un jugement. Drôme du Nord, il y avait la bonbonne de rouge. Là aussi, c'était très intéressant de voir la différence. Mon père qui danse, ce sont des gens qui ont à peine 70 ans et qui sont beaucoup plus vieux que nous. À 70 ans, en 57, on était vieux. À 70 ans maintenant, oh, quand même, on se tient encore. Hein, c'est vrai. Là, on voit la différence. Et contrairement à ce que chante Ferrat, il n'y avait pas de centenaires à l'appel. Hein. Il y avait très peu de centenaires. Et justement, parce qu'il y en avait peu, on les remarquait. Alors que maintenant, les centenaires, il y en a. Hein. Alors lui, c'est un manchot. Voilà comment il bêchait, tu vois. Il faisait son jardin, voilà comment il bêchait. Tu te rends compte? Et tu vois les habits tout noirs, tout noirs, tout noirs. Ou qu'un habit clair. Oui, on s'aidait. Pour les battages, oui. Mon père allait aider le voisin venait aider, mais c'était presque une nécessité, hein, parce que dans le battage, le train de battage, il y avait une équipe hein, qui suivait tout le train. Ils étaient 5-6 hommes, et à chaque aire de battage, on ajoutait les gens de la ferme ou des voisins. Donc une équipe de battage, selon l'importance, ça tournait autour d'une dizaine d'hommes, entre ceux qui étaient sur le gerbier, ceux qui étaient à la machine, ceux qui étaient à la batteuse, ceux qui prenaient les ballots, ceux qui allaient les mettre, les placer. Ça faisait, grossièrement, ça pouvait faire une dizaine d'hommes. Voilà. Et puis on se relayait, hein, parce que c'était quand ça donnait. Alors voilà, alors ça, l'arnage s'amuse. Bon, les autotamponnantes, alors c'était le grand manège de l'époque. Hein. Les autotamponnantes, c'est pas toujours qu'elles venaient à l'arnage. Hein. Et puis alors après, on va voir les danses. Les danses. Ça fait rire quand on voit la façon dans les bals maintenant, enfin, dans comment ils dansent, enfin, je sais pas. Comment ils gesticulent, je sais pas. Alors on est sur la place du village, c'est la vogue. Alors la vogue, c'était la semaine après le 15 août, je crois.
c'est pas au ralenti, hein, c'est vitesse normale. Et après, il y a une séquence où ils accélèrent, ils ont accéléré pour... La tenue aussi est intéressante à voir, hein, la tenue classique des années 57. On se faisait beau? Oui, c'était la sortie. Hein. Puis c'était des petits orchestres. Alors voilà, là il a accéléré un peu. Il a accéléré. Puis là, alors là, c'est la longue. Hein. Ce n'est pas la pétanque. On est dans le nord de la Drôme, c'est la longue. Dans le sud de la Drôme, c'est la pétanque. Bon, la pétanque est montée, si l'on peut dire. Mais l'écart des règles du jeu entre les deux, c'est quoi sur la longue, tu as un terrain qui est vraiment limité. Tu as des limites. Hein. Alors que la pétanque, tu joues n'importe où. Hein, tu joues n'importe où. Il n'y a pas un terrain limité. Tandis que dans la longue, tu as un rectangle et puis tu as des barres qu'il ne faut pas dépasser. Sinon, tu n'es pas bon. Enfin bon, oui. Voilà, c'en est vieux. Là, on retrouve le père Chausson. C'est un kiki, celui-là. Et le chapeau, tu vois, ils ont les chapeaux. Hein. Le chapeau. Ah, alors voilà le grand sujet pour moi. À quand l'eau? Point d'interrogation. Alors là, c'est très important. Parce qu'en 57, il n'y avait pas l'eau sur les biais, y compris à l'école. Y compris à l'école. Alors, tu vas voir une série de puits. Qui était... Regarde un peu ce système de puits. Je ne sais pas s'il existe encore. Mais tu imagines un peu l'engin. Alors même, déjà, je crois qu'à ce moment-là, ils avaient un autre puits. Hein. Donc voilà une installation qui est quand même assez pittoresque et qui montre. Et alors, malheureusement, voilà le paysage réel des femmes à Larnage. Elle vient chercher l'eau, l'eau est à 50 mètres d'ici. Elle montait avec 2 seaux, ça monte là, ça monte. Un seau et un arrosoir. Voilà. Il n'y a que ça. Donc pour se laver, pour se laver, eh bien, on n'a pas l'eau sur l'évier. Voilà la pompe. Alors voilà le point d'eau qui est en bas de la boulangerie, et voilà, et elle monte. Ça, c'est 10 kilos de chaque côté. Hein. Et ça n'est pas forcé, ça, le document n'est pas forcé. C'était tous les jours, ça. Soit le seau, soit l'arrosoir. Voilà ma mère, à l'école, la pompe de l'école, voilà, je me lavais, et elle rentre dans la cuisine. Voilà un autre système, ça, c'est moi, ça, là, tiens. Un autre système dans un puits, voilà encore un autre puits. Mais pas de robinet. Et ça posait un problème pour l'école. Il n'y avait pas l'eau sur les biens à l'école. Or, quand de jeunes instituteurs, quand ça changeait, venaient et qui voyaient qu'il n'y avait pas l'eau, pas question de rester là. Et mon père ne voulait pas mettre l'eau sur l'évier à l'école, parce que si elle est à l'école et qu'elle n'est pas dans le village, c'est pas bien. Donc il a fallu attendre les années. Alors ça, c'était, on a vu un petit canon là, un petit canon. L'eau sur l'évier à Larnage, c'est les années 60, comme dans beaucoup de régions. Et dans les fermes isolées, là où il n'y avait pas de puits, ils avaient la citerne. La citerne, c'est-à-dire qu'ils récupéraient l'eau de pluie. Tu imagines ce que ça veut dire du point de vue bactérien. Et on voit encore, j'en vois dans certains coins, on voit encore la citerne s'asseoir. Là, c'est la séquence en couleur. Mon père, Simard et mon père ont dit on va quand même se payer des pellicules couleur pour le vignoble. Et là, c'est au pied du château. Alors ce château aussi a une histoire, hein. Il a été repris, je crois que maintenant il a été repris par la mairie. Donc toujours, ça c'est pas bon pour le cinéma, hein, c'est toujours ça, hein. Le cheval, la remorque et l'ébène. Et on monte
on monte au château. Voilà le vignoble qui monte au château. Alors on va bien voir là, le paysage. Donc c'est la seconde richesse. Alors là aussi, regardez, regarde un peu, ça fait 40 à 50 kilos, une benne pleine de raisins comme ça. Et on les porte, là, lui là. Il les porte sur la remorque, et puis ensuite la remorque, eh bien, on va la diriger vers la cuve qui est à la maison. Voilà comment on ramasse le raisin. Alors pas question de mettre, même maintenant, de mettre une machine à vendanger. Et on tasse, parce qu'c'est encore plus lourd. Et il n'y a qu'à voir les deux, et c'est pas pour rien. Ils prennent leur élan, et hop, on charge. On charge sur la remorque. Toujours la 4 chevaux. Hein. Alors maintenant, le vin, c'est un très bon vin. Hein, là, en 57, on aimait bien boire le vin doux de l'Arnage. Il y en avait... C'est ce qui... les soirées de cinéma, c'est ce qui me mettait du vin. Tiens. Mais je sais qu'on... Le vin de l'Arnage, le vin doux avec des bugnes, c'est... Alors voilà, Simard, mon père, et c'est la fin.